Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Je suis ravi de vous accueillir auprès de Stéphane Glacier, meilleur ouvrier de France, donc qui est pâtissier. Tu as une pâtisserie à Colombes et tu es venu donc ce soir nous faire un de tes desserts. Voilà. Parce que tu es aussi, tu as également des livres que tu publies. Voilà, donc nous on a une boutique de pâtisserie à Colombes dans le 92, une école de pâtisserie que vous connaissez bien. Oui. Et puis on est éditeur depuis presque une quinzaine d'années d'ouvrages techniques principalement destinés aux professionnels, mais qui correspondent aussi aux amateurs éclairés, où on délivre nos recettes, les tours de main, les astuces, et où on essaie de faire des produits très accessibles et abordables à tous. Alors je te le dis, on a tes livres en vente sur Meilleur du Chef. Ce sont des best-sellers vraiment, ce sont des livres qui plaisent beaucoup, qui sont aussi bien accessibles pour le professionnel que pour l'amateur. Bon, il y en a 2 exemplaires ici sur le plan de travail. Et donc on va faire une bûche ce soir qui est dans l'un de tes livres. Voilà, dans le dernier, donc Bûche et gourmandise de Noël, qui est paru il y a tout juste un an, et qui traite de tous les desserts de Noël. Donc Noël en France c'est surtout les bûches, mais on y a mis aussi quelques autres gourmandises comme des cakes de Noël, des sablés de Noël, et des produits que l'on réalise dans nos cours, que l'on fait à la boutique à Noël. Et donc nous, notre obsession dans nos cours et dans nos livres, c'est de faire des produits accessibles. On essaie que les recettes soient le plus précises et exactes possible, faciles à refaire. Et c'est vraiment ce qui nous caractérise dans l'édition. Donc ce soir, quelle bûche as-tu choisi? Donc on a choisi une bûche qui s'appelle Esprit Bretagne. Donc je dis toujours que dans cette bûche, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle se vende bien au magasin, c'est-à-dire du caramel, du chocolat, de la vanille. Et au passage, je salue et je fais un petit coucou à mes amis de Tradition Gourmande. Tradition Gourmande est une association dont je suis le président depuis 3 ans. Et cette bûche est le résultat d'un travail en commun à l'association où chaque année on développe une bûche de Noël que l'on fait en commun. Et donc il y a 3 ans, cette bûche avait été développée par la région Bretagne. On l'a ensuite refaite, mise dans le livre, avec l'accord de l'association bien sûr. Et c'est une bûche qui est très gourmande et qui correspond tout à fait à mon état d'esprit et à ma philosophie de la pâtisserie. Très bien. Alors dans cette bûche, on a donc un biscuit chocolat que l'on va faire juste après, un caramel à la fleur de sel. On a aussi une crème diplomate à la vanille, donc on vous expliquera ce que c'est qu'une crème diplomate à base de crème pâtissière, une mousse chocolat et un croustillant aux noisettes. On va commencer donc par le caramel et le glaçage qui sera la finition, on le fera devant vous. Voilà. Donc ici, on va commencer par le caramel. Dans un premier temps, on va faire bouillir la crème. Donc crème fleurette à 35% matière grasse. Voilà, tout à fait. Donc la crème, on va y ajouter la gousse de vanille fendue, grattée et le sel. Alors dans la recette que vous retrouverez sur le site plus tard, vous aurez du beurre demi-sel. Si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous aurez juste à doubler la quantité de fleur de sel qui se trouve dans la recette. Alors c'est le cas ce soir, on utilise du beurre doux, donc la fleur de sel x2. Alors c'est un petit peu une offense aux Bretons d'utiliser du beurre doux, mais nous à la pâtisserie c'est ce qu'on fait pour ne pas avoir à stocker du beurre demi-sel. On utilise du beurre doux pour toutes nos recettes, et quand on a besoin de beurre salé, on le sale nous-mêmes. Donc la gousse de vanille est fendue, grattée, vous voyez, donc bien sûr, c'est l'intérieur, les petits grains que j'ai ici sur le couteau qui vont donner le parfum, mais on aime bien infuser aussi la gousse elle-même pour tirer vraiment le maximum du parfum. Une fois qu'on a fait ça, on va ajouter la fleur de sel, on va la fondre dans la crème, on va porter tout ça à ébullition et on va réserver pendant qu'on fait le caramel. Donc le caramel, on va le faire ici avec le sucre et glucose. C'est ce qu'on appelle un caramel à sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau dedans. Si vous voulez vraiment ce goût typique du caramel, ce qu'on appelle caramel mou ou caramel à tartiner, c'est vraiment la fonte du sucre à sec qui donne ce goût. Si vous mouillez le sucre avec de l'eau, vous n'aurez plus du tout le même parfum. Donc on va faire attention quand on va faire fondre le sucre à sec avec le glucose, de bien utiliser une casserole assez grande, parce que vous allez voir que quand on va arrêter la cuisson du sucre avec la crème, on appelle ça décuire, ça va fortement mousser, et si vous avez pris une casserole trop petite, ça risque de déborder. D'accord. Alors quand on fait fondre du sucre à sec, et là on est à ébullition, ça suffit, on réserve. Quand on fait fondre du sucre à sec, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut mettre le sucre petit à petit. Il y en a d'autres qui vous disent de tout mettre. On peut faire les 2 techniques. Quand on est sur des petites quantités comme ici, on peut tout mettre au départ. Ce qui est très important, c'est de ne pas chauffer trop fort avec l'induction, de façon à ce que le sucre soit fondu avant de prendre de la couleur. Très souvent, on voit les gens qui mettent le feu trop vif, trop fort,
Et vous avez le sucre qui est déjà caramélisé à certains endroits et du sucre non fondu, donc ça forme des cristaux de sucre. Et ça, on n'aime pas trop. Donc là, vous voyez, on fait fondre le glucose. Le fait de fondre le glucose, ça va aider la fonte du sucre. Et sur une petite quantité comme ça, on peut mettre tout le sucre au départ. Voilà. Stéphane, on a un peu de monde déjà qui nous regarde. Donc on a beaucoup de bonsoir. Bonsoir à tous. C'est très reconnu, donc ça fait plaisir. Et on va attendre, il y aura des questions sûrement qui vont suivre. Avec plaisir. Donc là, vous voyez, j'ai mon sucre et mon glucose. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le sucre va se liquéfier. Ensuite, on va lui donner de la couleur. Voilà, donc. Pour faire fondre, je préfère une spatule un peu plus rigide que la Maryse. Voilà. Alors comme j'explique toujours, quand on fait un caramel à sec comme ça, pour faire le caramel, alors pas caramel liquide, semi-liquide, caramel tendre, on peut l'appeler comme on veut, on fait souvent deux types de caramel. Nous par exemple à la pâtisserie, on a des caramels qui seront consommés en l'état pur comme dans cette bûche, ou dans nos macarons on garnit avec le même type de caramel. Là il vous faut un caramel qui ait du goût mais qui soit consommable à l'état pur, donc il faut le caraméliser sans aller chercher l'amertume du sucre. Alors que par exemple on a un chou qui marche très bien au magasin, qui est le chou crumble, caramel noisette, où là on parfume une mousseline, une crème mousseline avec du caramel. Il faut que le caramel soit fort et suffisamment prononcé pour pouvoir parfumer la crème. Il faut faire très attention au point de cuisson, quoi. Voilà, alors je ne vais pas atteindre l'amertume. Voilà, je vais vous montrer. Là, il y a une limite en fait quand on caramélise le sucre. On a un moment donné où la mousse qui est sur le sucre se disperse et laisse place à une fumée. On dit que le sucre, le caramel fume bleu. Quand vous arrivez à ce point-là, il faut arrêter parce que si vous dépassez cette fumée là au-dessus de la casserole, là vous tombez dans l'amertume et là c'est pas agréable en dégustation. Alors j'ai une question sur ton caramel. À quoi sert très précisément le glucose? Le glucose c'est un anticristallisant. Alors le glucose en pâtisserie il a deux rôles. Un, le ciment. J'appelle souvent ça le ciment. Moi, c'est-à-dire que quand on fait du caramel, par exemple, avec de l'eau, du sucre et du glucose pour caraméliser des choux et monter une pièce montée, s'il n'y a pas de glucose, le caramel ne tient pas et la pièce montée a tendance à se casser la figure. Donc, un ciment et deux anticristallisants. C'est-à-dire que si j'avais pas de glucose dans la recette, là, la texture du caramel serait pas exactement la même. Et après quelques jours, par exemple, dans un pot de pâte à tartiner caramel, on pourrait voir des cristaux de sucre réapparaître. Donc, c'est un anticristallisant qui permet que le caramel, dans le temps, garde sa texture souple et à tartiner, quoi. Alors là, j'ai Sophie qui nous dit, je croyais qu'il ne fallait pas remuer le caramel à sec. Alors, on ne remue jamais un caramel qui cuit quand c'est un caramel mouillé à l'eau. Quand on fait un caramel pour les pièces montées, c'est grossièrement 1 kg de sucre, 300 g d'eau, 350 g d'eau, 400 g d'eau, selon ce qu'on cherche, et 200 à 300 g de glucose. Dans ce type de caramel, il ne faut jamais mélanger parce que comme le sucre est mouillé, on fait réapparaître les cristaux. Là, on n'est pas du tout sur le même principe, on est sur le principe d'un caramel à sec où il n'y a pas d'eau, donc le sucre va fondre et ne pourra pas recristalliser. D'accord. Donc vous voyez, là on approche du point recherché, donc on a encore une belle couleur bien claire de caramel. Si je m'arrêtais ici, on aurait la couleur mais on n'aurait pas le bon goût caramel. Et vous voyez, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On voit qu'il y a une forte fumée qui apparaît sur la casserole. Oui. Et vous allez voir voilà, ce point là, quand les bulles de caramel dessus grossissent et s'éclatent, oui. Si vous dépassez, ça brûle. D'accord. Donc là, on va vite se dépêcher. Donc ce soir, en plus de faire, il faut expliquer. Donc il ne faut pas qu'on se... Voilà. On va remettre un perte de temps. De sucre ici. Là. Oui, je te cherche un tout petit peu. Voilà. Alors dans la recette de caramel, donc vous avez tous les ingrédients que j'ai cités avant. Il y en a deux que je n'ai pas cités qui restent à ajouter, qui sont la pectine et le beurre. Donc la pectine, on la mélange avec un tout petit peu de sucre qu'on a prélevé de la recette. Donc dans votre recette de caramel, vous prélevez une pincée de sucre. Vous mélangez avec la pectine. Et cette pectine, elle va servir à fixer l'eau. Donc j'explique souvent que ce qui nous ennuie en pâtisserie, en chocolaterie et en glacerie, c'est ce qu'on appelle l'eau libre. C'est de l'eau qui, une fois la recette faite, va migrer dans le produit
Cette olive va faire craquer les macarons au four, elle va faire moisir les ganaches dans les bonbons au chocolat, elle va former des paillettes dans la glace. D'accord. Ici, dans un caramel, elle pourrait se séparer des corps gras de la crème et du beurre et nous faire ce qu'on appelle trancher le caramel. C'est-à-dire que le caramel, à un moment donné, s'il n'est pas bien travaillé, vous avez l'eau qui part d'un côté et le beurre de l'autre, et votre caramel, il est granuleux, il n'est pas lisse. Ça nous arrive aussi avec les ganaches. Donc cette pectine, c'est de la pectine NH, donc c'est de la pectine qu'on appelle thermoréversible, qu'on peut réchauffer, assouplir, contrairement à la pectine irréversible qui est la pectine jaune. Et cette pectine va stabiliser l'eau pour pas justement avoir de séparation des molécules d'eau et des molécules de gras. Donc une fois que le caramel est décuit à la crème, on ajoute sucre et pectine, on incorpore. On pourrait aussi l'incorporer dans la crème avec le sel et la vanille, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et là, autre point intéressant et important dans le caramel, on va ajouter le beurre à feu très doux. Donc par exemple sur mon induction, je me mets à 2 et on va l'ajouter en 3 fois. Toujours dans le souci que les molécules d'eau et de gras ne se séparent pas. Si vous mettez tout ce beurre d'un seul coup, vous risquez d'avoir une grosse quantité de matière grasse incorporée en même temps et votre caramel peut se séparer, strier, trancher. Voilà. Une fois qu'on aura incorporé tout le beurre, on va régler la texture du caramel, c'est-à-dire qu'on va le reporter à ébullition. Si vous avez l'habitude, vous laissez rebouillir 1 ou 2 minutes pour avoir la température, la texture souhaitée. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez mettre un thermomètre dedans, type thermomètre à sucre, et vous remontez à 104-105 degrés. Ce qui est recherché dans la bûche qu'on va faire, c'est que le caramel doit être souple et fondant à la dégustation. Il doit être ni dur à la coupe de la bûche, ni coulé. D'accord. Donc la recuisson est quand même importante. D'accord. Donc on me demande les proportions. Alors, ne vous inquiétez pas, la recette sera diffusée très prochainement sur Meilleur du Chef. Il faut juste le temps pour moi de la transcrire. Lorsque je reçois des personnes extérieures comme Stéphane Glacier, je ne peux pas les faire à l'avance, comme quand je suis seul. Donc dans les prochains jours, vous l'aurez sur le site. Voilà, donc là j'ai ajouté, vous voyez, la deuxième partie du beurre. Et comme c'est presque fondu, je vais mettre le reste. Alors j'insiste sur une chose, c'est que ta recette est tout à fait réalisable par tout le monde. Tu es un professionnel reconnu, donc tu donnes beaucoup d'explications. Ça peut paraître beaucoup de choses emmagasinées dans la tête, mais en fait, c'est tout à fait réalisable. Donc, écoutez bien les prescriptions et vous arriverez à la refaire chez vous. Alors moi, ce qui m'intéresse dans la formation, ça fait 22 ans que je donne des cours aux professionnels et une grosse dizaine d'années que j'ai adressé mes cours aux amateurs. Des recettes aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux et toute la communication et les médias qu'on a aujourd'hui, des recettes on en trouve partout. Alors il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des justes, il y en a des moins justes. Mais ce qui est surtout important, et c'est ce que je dis quand je donne mes cours, c'est que la recette est un exemple à expliquer certaines choses. Après, il est certain que quand vous donnez la même recette à 10 pâtissiers ou à 10 pâtissiers professionnels ou pâtissiers amateurs, vous n'aurez pas exactement le même résultat. Je vais même parfois jusqu'à dire que vous avez 10 gâteaux différents, quoi. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre. C'est pour ça que je vous explique les molécules d'eau, les molécules de beurre, la pectine, l'effet de la pectine. Très souvent, les pâtissiers, les cuisiniers font des choses par habitude sans savoir toujours exactement à quoi ça sert. Il faut savoir ce qui se passe. Et c'est ce côté un petit peu chimiste et moléculaire. Moi, alors ce soir, tu as utilisé de la pectine. On parle d'agar-agar. L'agar-agar, c'est pas exactement pareil. La pectine, c'est vraiment un stabilisant pour l'eau. L'agar-agar est plus quand même considéré comme un gélifiant. D'accord. Donc, et l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que la pectine et la gélatine servent aussi de stabilisateur à la congélation et à la décongélation des gâteaux, alors que l'agar-agar supporte très mal la congélation. D'accord. Donc là, vous voyez, je suis en train de régler la texture de mon caramel, donc je redonne un gros bouillon. Là, j'utilise l'induction quasiment à la puissance maximale, de façon, vous voyez, à avoir la texture. Alors, comme moi j'ai l'habitude, à la forme et à la grosseur des bulles, j'arrive à voir la consistance que je cherche. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez peur de vous louper ou de ne pas bien maîtriser cette... Dans la bonne température, c'est quoi au thermomètre? 104 à peu près. 104 degrés. 104, 105.
Voilà. Et avec cette même recette, si vous vouliez faire des caramels, par exemple pour couler une plaque et couper des caramels qu'on appelle les caramels mous, vous savez, la confiserie qu'on mange, cette même recette, vous la montez à 108, 109, vous arrivez à avoir cette confiserie. Donc on la monte à 108, on la coule pour la mouler dans un cadre. Ouais, dans un cadre regressé sur une feuille de papier ou un silpat. Et vous laissez refroidir et quand c'est refroidi, vous décadrez, vous coupez vos bonbons. Ça va se couper correctement au couteau. Ouais, avec un couteau. C'est intéressant à savoir. Voilà, on va être bien là, impeccable. Vous voyez, ce que je cherche en fait, c'est l'écume blanche là. Quand j'ai cette écume blanche, ça veut dire que j'ai évaporé assez d'eau avec la texture de mon caramel. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image, Gaëtan. Oui, bon. Voilà, alors malheureusement pour vous, vous avez que l'image, vous n'avez pas les odeurs, parce que là il se passe des choses prochainement, c'est super intéressantes. Ça va venir, la technologie nous aidera pour ça. Voilà, on coupe. Donc là j'ai coupé le feu. Hein. D'accord. Je continue à mélanger pour pas avoir trop d'inertie. On va débarrasser ça dans un petit bac pour refroidir. Et on va refroidir. Alors ensuite, il y a une autre opération, c'est qu'on va refroidir ce caramel à environ 40 degrés. D'accord. Et une fois qu'il sera à 40 degrés, on va le mettre dans un verre mesureur et avec un mixeur plongeant, on va éclater les molécules de beurre de façon à le rendre très crémeux. Donc 40 c'est le maxi, on est plus entre 35 et 40. Si je fais mon caramel en petits cubes comme tu disais, je le mixe également ou je le coule? Ah non, non, le caramel à couper, il serait coupé à cette étape là. Très bien. D'accord. Donc là, on va le refroidir. On peut le mettre. On va le filmer ou on le laisse. On peut le filmer aussi. D'accord. Voilà. On peut le filmer. On va le filmer ici. Un petit film au contact. Voilà. Ça évite la formation de croûte et ça peut éviter les petits grains après. On fait ça pour toutes les crèmes, pour beaucoup d'appareils. Voilà. Très bien. Alors ensuite, une fois que le caramel est fait, on va le laisser refroidir. On le reprendra tout à l'heure pour le mixer avant de le couler dans la bûche. On va procéder à la fabrication de la crème pâtissière qui va nous servir à faire la crème diplomate. Donc pour la crème pâtissière, alors crème diplomate, déjà dis-nous un petit peu ce que c'est. Alors en fait, dans la pâtisserie française, on a la crème pâtissière qui est la crème de base qui sert à faire beaucoup de choses. On peut l'utiliser à l'état pur, garnir des éclairs vanille, des éclairs café, etc. avec de la crème pâtissière pure. Après, on a deux déclinaisons principales qui sont très utilisées en pâtisserie française. D'un côté, la crème mousseline. Donc, je fais souvent sourire les gens en disant que c'est de la crème pâtissière qui est allégée avec 30% de beurre. C'est pas vraiment le bon terme. Elle n'est pas allégée en calories, elle est allégée en texture. Voilà, donc elle est émulsionnée en fait avec 30% de son poids en beurre. Et de l'autre côté, on a la crème qui peut s'appeler crème légère, crème madame. Le vrai terme technique, c'est la crème diplomate, où là, on lui incorpore à peu près 30 à 50% de crème fouettée non sucrée. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire une crème pâtissière, on va la refroidir. Ensuite, on va la retravailler un petit peu. On va la gélifier un tout petit peu parce que la bûche passera par le congélateur. Donc, comme j'ai expliqué juste avant, la gélatine, elle n'est pas forcément là pour la texture, mais elle est plus là pour la congélation et la décongélation de la crème. Et on incorporera la crème fouettée dedans. Donc, moi, ce qui me caractérise en pâtisserie, auprès de mes équipes et auprès des gens que je forme, c'est que je ne suis pas un des chefs les plus exigeants sur les finitions et les décors, mais par contre, je suis très très exigeant sur la qualité gustative, la texture des crèmes, la texture des biscuits. Et je suis fortement convaincu que les clients qui viennent acheter des gâteaux chez un pâtissier, ils viennent parce que c'est beau et appétissant, ils ne reviennent que si c'est bon. Et moi, c'est mon combat de tous les jours dans ma boutique et auprès de mes équipes, c'est que j'attache énormément d'importance à la dégustation. Bien sûr, il faut que les gâteaux soient beaux, appétissants, propres, jolis, mais il est surtout très très important que ça soit très bon. Et on s'en rend compte sur les résultats de nos activités, c'est que le chiffre est en constante augmentation tout le temps parce que les gens trouvent les gâteaux très bons. Ils sont beaux et bons, je confirme, je les connais. Voilà. On va prendre un petit cul de poule. Donc là, on a le lait, la gousse de vanille. On peut, c'est pas obligatoire, mais on peut ajouter un petit peu de sucre dans le lait. Alors si vous ajoutez du sucre dans le lait quand vous faites une crème anglaise ou une crème pâtissière, à peu près la moitié du sucre, ça va éviter que le lait accroche au fond de la casserole. Des fois, quand on chauffe du lait sans trop le mélanger,
il y a la caséine du lait qui tombe au fond de la casserole et qui accroche un petit peu et ça peut aller jusqu'à brûler. Le fait de mettre du sucre dedans, le sucre va fondre, va éviter ce phénomène. Le reste du sucre, il sera mis avec les jaunes d'œufs dans le cul de poule ici. Voilà, et on va blanchir. Alors quand on dit blanchir, c'est qu'on va mélanger les jaunes et le sucre. Le sucre va fondre dans les jaunes, ça va changer la couleur des jaunes et ça va changer aussi la texture, ça va épaissir. Voilà, ça c'est une opération très importante. Alors je vois beaucoup de jeunes pâtissiers ou beaucoup de gens ne plus trop blanchir, même me dire que blanchir ça ne sert à rien, je suis pas du tout d'accord. Moi j'aime bien qu'on fasse fondre, vous voyez comme je suis en train de faire le sucre dans les jaunes. Et ça va donner une texture au jaune, ça va fondre le sucre et ça va carrément apporter une texture beaucoup plus lisse et souple à la crème pâtissière. Et on mettra l'amidon, la poudre à flan, la poudre à crème après. Alors qu'aujourd'hui je vois beaucoup de gens mélanger le sucre et la poudre à crème et donc là le blanchiment est plus possible. Alors par exemple, poudre à crème, pardon, je te coupe. Si on n'en a pas, on peut utiliser la maïzena. Maïzena, ça marche. On aura juste une crème un peu plus pâle. Ouais, et légèrement plus souple. D'accord. Parce qu'en fait, ça c'est un mélange d'amidon qu'il y a dans la poudre. D'accord. Alors après, l'autre phase très importante pour la crème pâtissière, c'est sa cuisson. Je vais vous montrer, vous expliquer. Il y a beaucoup de gens qui ne cuisent pas assez les crèmes pâtissières, ce qui fait qu'on palpe le côté rugueux et farineux de l'amidon quand on déguste. Alors que quand elle est bien cuite, l'amidon, quand les amidons sont bien cuits, on arrive à avoir des crèmes pâtissières super fluides en bouche, super bien. Vous voyez, ce soir on aborde des recettes très simples. La crème pâtissière qui est quand même une base de la pâtisserie. Et on va se rendre compte, vous allez vous rendre compte vous chez vous, que vous ne savez pas faire la crème pâtissière correctement. Et grâce à toutes les explications, on va enfin réussir à faire une crème pâtissière digne de ce nom. Mais disons que moi, c'est là que je suis le plus pointu sur toutes ces recettes de base. Là. Voilà, donc là on met l'amidon, on mélange. Hop. Alors ensuite, le lait là il est chaud, il n'est pas forcément à ébullition mais c'est pas grave. On en met une petite partie, un tiers, la moitié, peu importe. Et on reporte cette partie de lait qui reste dans la casserole à ébullition, très important. Voilà. Et c'est là que va se réussir ou va se rater la crème pâtissière. Très souvent quand les gens cuisent la crème pâtissière, à la fin il y a des grumeaux dedans. Les grumeaux ils viennent d'une mauvaise cuisson. Voilà. Donc là vous voyez, je sais pas si on voit bien. L'ébullition est obtenue, oui. On fait rebouillir. Et à ce moment-là, on va verser notre mélange jaune, sucre et poudre à crème, comme si on versait de l'huile dans une mayonnaise. Vous voyez, on ne met pas tout d'un coup. Souvent, les gens pensent à tout verser brusquement d'un coup. Là, vous voyez, on verse. Et au fur et à mesure qu'on verse, ça coagule. Et comme la coagulation est instantanée, et ben on n'aura pas de grumeaux dans notre crème. On va retirer le récipient. Voilà, on va bien le corner qu'on le voit à la caméra. Il y a la vanille dans le fond. Ouais. Voilà, la vanille, très important de bien gratter. C'est un ingrédient noble. Donc tu rajoutes la préparation vraiment très lentement. Voilà, ensuite vous avez vu comme on parle et qu'on fait autre chose en même temps, on sort du feu pour pas que ça coagule trop vite. Donc là, si j'exagère un petit peu, pour beaucoup de gens la crème pâtissière elle est finie, elle est cuite. Pas du tout. Elle est coagulée mais elle est ni finie ni cuite. Donc on va la reporter sur le feu. Alors, si j'ai arrêté ma cuisson là, qu'est-ce qui se passerait? Alors deux phénomènes, vous avez une crème pâtissière pâteuse, farineuse en bouche comme j'ai expliqué, et d'un point de vue technique, quand vous la reprenez pour la retravailler, pour lui ajouter du beurre, de la crème fouettée ou de l'arôme café ou de la pâte de pistache, elle se relâche complètement très vite et elle est très liquide, c'est parce qu'elle n'est pas cuite en fait. Donc là on la porte à ébullition, quand elle est à ébullition, on tient l'ébullition 2 minutes. Et c'est ces 2 minutes de cuisson après l'ébullition qui vont cuire les amidons. D'accord. Voilà. Et ça va également emprisonner l'eau libre, parce que si on garde la crème pâtissière au frais telle qu'elle est là, l'eau va ressortir. Alors si la crème n'est pas cuite, hein, c'est l'autre exemple. Ouais. Moi je parlais de crème farineuse, de crème qui se relâche. Si on exagère vraiment à vraiment pas assez la cuire, le lendemain matin, bah, vous avez de l'eau qui s'est écoulée de la crème et qui se sépare en fait. Ça c'est un témoin que la crème n'est pas assez cuite. Voilà. Faut s'enlever que le chef. Hein, oui, j'ai pas honte de le dire. Donc là vous voyez, alors au niveau visuel, au niveau aspect,
La certitude qu'une crème est bien cuite, c'est qu'elle se relâche, elle peut paraître très souple et elle est très brillante. Vous voyez comme elle est là. En fait, on a une impression qu'elle n'est pas cuite parce qu'elle est très, très souple. Voilà, mais en fait, en refroidissant, les amidons, le gras du jaune, le gras du lait, le gras du beurre, ça va faire que la crème se reprend. En fait. Voilà. Ensuite, le beurre à la fin. Donc, il y a des personnes qui mettent le beurre au début dans le lait. Moi, je préfère le mettre à la fin. Je trouve qu'on retrouve mieux son goût et sa texture. Voilà, on lisse. La crème est terminée. On la débarrasse d'un petit bac, on la filme, on la refroidit. Pendant que la crème refroidit, on va faire le biscuit au chocolat de la bûche. Les gens te remercient chaleureusement pour toutes tes astuces. C'est pour ça que vous êtes là et moi aussi. Voilà, on débarrasse. On va pouvoir aussi bouger la plaque à induction. Parce que donc on va la filmer. Oui. Ah non, j'en ai besoin pour le biscuit, pardon. D'accord. On va filmer la crème au contact pour éviter qu'il y ait justement une pellicule qui se forme en surface. Voilà, alors ce que tu dis c'est important parce que souvent je vois les gens tendre un film sur le bac là. Et en fait, vous enfermez de l'air, mais il y a toujours de l'air. Donc la croûte se formerait quand même. Quand vous filmez des crèmes, des appareils, des pâtes, toujours au contact. D'accord. D'accord. Je vous laisse filmer. Merci. On va commencer la préparation du biscuit chocolat. Alors le biscuit chocolat, c'est un biscuit... nous, on va pouvoir le toucher et le goûter, vous malheureusement pas. Mais quand vous le referez à la maison, vous allez voir, c'est un biscuit qui est très délicat, très fragile, très souple. Et c'est un biscuit à la couverture de chocolat. Alors il y a beaucoup de gens qui réalisent, moi j'en fais aussi, des biscuits à la poudre de cacao. Celui-là, c'est vraiment un biscuit au chocolat, avec de la couverture. Et en qualité, il est supérieur et il est vraiment très très bon. Pour l'avoir vu cet après-midi, lors des préparations du live, il est très très moelleux. Voilà. Alors là, je fais chauffer un bain-marie. On va prendre un cul de poule. Un cul de poule adapté. Voilà. Donc en fait, je vais préparer la recette en 2 temps. Premier temps, je vais faire une ganache avec la crème et le chocolat. Et deuxième temps, je vais faire comme une espèce de... Les cuisiniers appellent ça un sabayon, les pâtissiers une pâte à bombe. Donc des œufs chauffés avec du sucre. Là, on aura des œufs, des jaunes, du sucre inverti. Alors le sucre inverti, c'est un cousin germain du miel. C'est un sucre liquide qui apporte beaucoup de moelleux. C'est aussi pour ça que le biscuit qu'on fait là, il est très très moelleux. Hein, c'est parce qu'il y a du sucre inverti. Et du sirop de glucose qui lui va donner la texture. Alors tout à l'heure je disais que je comparais souvent le glucose à du ciment, le ciment des pâtissiers. Hein. Le sucre inverti il va apporter tellement de moelleux que si on ne mettait pas le glucose, le biscuit chocolat aurait tendance à se déstructurer, on aurait du mal à le manipuler. Voilà, c'est trop fragile, c'est le glucose qui va lui donner un peu de tenue. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va prendre une casserole, on va faire chauffer. Le sucre inverti, grosso modo, tu peux expliquer ce que c'est? Alors c'est du sucre saccharose dont les molécules solides ont été transformées en molécules liquides par acidification ou surchauffe, qui ont été fortement chauffées. Par exemple, je prends l'exemple du caramel. Tout à l'heure, une dame posait la question de mélanger du caramel. Quand vous faites un caramel pour glacer des choux et monter une pièce montée, si vous le réchauffez, vous le réchauffez plusieurs fois et qu'il prend beaucoup de couleur, à un moment donné, il ne durcit plus, il reste souple. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'inversion des sucres. Voilà, c'est la molécule solide qui se transforme en molécule liquide. Donc ça, on va le réserver. Je vais chauffer ma crème et on va faire notre ganache qui va servir de base au biscuit chocolat. Je prends une petite maryse. Alors, par quoi peut-on remplacer le sucre inverti? Par le miel. Même quantité, exactement pareil. Alors, nous on le fait dans certaines recettes. L'inconvénient du miel, c'est qu'il va apporter une saveur. Donc, dans tout ce qu'on fait, les bons pâtissiers, les bons cuisiniers, on essaie d'acheter l'ingrédient le meilleur possible. Là, c'est l'exception à la règle. Si vous utilisez du miel à la place du sucre inverti, vous allez chercher un miel qui a presque pas de parfum. Donc vous achetez un miel millefleurs, toute fleur, très clair, sans trop de saveur, et il va vous remplacer le sucre inverti. D'accord. Voilà.
Par contre, le glucose, lui, n'aura pas de substitut. Il faut vraiment du sirop de glucose. D'accord. Donc on fait bouillir notre crème. Dès que la crème est bouillante, on verse sur le chocolat et on fait un genre de ganache. Il faut quand même que la crème boue. Donc ganache, crème, chocolat. Voilà, ganache, hein, la recette basique de la ganache, c'est autant de crème que de chocolat. Alors après, maintenant, on y ajoute du beurre, du glucose, de la trimoline, plusieurs ingrédients pour améliorer la texture, la conservation, etc. Mais la technique et la recette de base de la ganache, c'est temps pour temps chocolat, crème. D'accord. Voilà. Donc ici, je vais commencer à préparer l'appareil, l'autre appareil. Donc on a les œufs, les jaunes, le bain-marie est chaud en dessous. Oui. En fait, j'ai fait chauffer mon bain-marie pour gagner du temps. Hop, la crème. Ouais, ça va vite. On verse la crème sur le chocolat. Je vais te laisser prendre un fouet et mélanger si tu veux. Oui. Que je te donne. Hop, ici. Et ici en parallèle, moi j'ai mes œufs, mes jaunes, ma trimoline. Donc trimoline, c'est une marque de sucre inverti. Voilà, mon sucre inverti. Si je voulais mettre du miel, je mettrais du miel à la place du sucre inverti. Et mon sirop de glucose. Alors le sirop de glucose, là, il fait assez doux ici, il fait pas trop froid dans le laboratoire, dans la cuisine. Donc le sirop de glucose est souple. Si vous arrivez d'avoir un sirop de glucose qui est un petit peu ferme et que vous avez du mal à prendre dans le récipient ou dans le pot, vous passez au micro-ondes 30 secondes, ça liquéfie le glucose et il est plus facile à verser, à peser. Et même pour le poser, oui, voilà. Voilà, donc ici j'ai jaune, œuf, sucre inverti, glucose. Alors on indique souvent dans la recette de monter ça à 60 degrés, c'est ce qui est marqué dans le livre. Je vais vous conseiller, vous à la maison, de mettre votre doigt dedans et dès que ça picote un peu et que vous avez du mal à laisser votre doigt plus de 10 secondes, vous enlevez du feu. Pour être sûr de ne pas trop cuire les œufs, vous aurez tendance à coaguler les jaunes et vous aurez tendance à faire des petits grumeaux dans la pâte à biscuits. D'accord. On me demande, est-ce qu'il y a une différence entre glucose et sirop de glucose? C'est la même chose. Alors le glucose, on peut le trouver à deux états. Le sirop, c'est l'état le plus courant. Et ce qu'on appelle du glucose atomisé, c'est ce qui sert pour la chocolaterie ou la glacerie, c'est le glucose en poudre, mais qui n'a pas du tout le même rôle et le même effet. Quand en pâtisserie on parle de glucose, on parle toujours de sirop de glucose. D'accord. On va prendre une cuve de batteur. Voilà, là j'ai atteint la bonne température, hein. Vous voyez, je contrôle. Je suis à peu près à un petit 50 degrés. Il faut faire attention de pas trop cuire les œufs. Vous voyez, si vous êtes sur le bain-marie comme là j'étais à pleine puissance, vous pouvez voir que sur les bords ça a tendance à commencer à coaguler. Donc là je suis sorti du feu et je mélange pour pas que mes œufs grainent. Voilà, on débarrasse. Un petit coup de maryse pour corner. Et là cette fois on va pouvoir évacuer la plaque. Alors on va débarrasser, voilà, la plaque induction. On va se repositionner un petit peu et on poursuit. Donc là on va monter en fait le fouet ici. Voilà. On va monter à grande vitesse. Alors je dis souvent qu'on monte jusqu'à température ambiante. Entre 22 et 26 degrés, il ne faut pas que ça soit complètement froid, il faut qu'on sente encore un tout petit peu de tiédeur. Ensuite, on a la ganache ici qui est prête et la farine. Une question pour la ganache. Si on fait une ganache avec du chocolat au lait, est-ce que c'est 100% également? Non, il faut mettre moins de crème. Moins de crème, d'accord. Vous allez voir la texture changer ici, c'est-à-dire que au fur et à mesure que ça bat et que ça émulsionne et que ça refroidit en même temps, la texture va s'épaissir, va blanchir et va devenir de plus en plus muqueuse. Donc là on a préparé le moule pour cuire le biscuit, donc on est dans un feu excitant. Excitant entremet, 33,5 par 33,5. On a mis une grille dessous parce que la plaque pâtisserie n'est pas assez grande.
Cependant, ça rentrera dans le four. Donc on est obligé de passer par cette étape de montage, d'émission. Désolé pour le bruit, ça va pas durer très longtemps. Alors, dans 2 minutes, ça sera bon, à peu près de 5 minutes. Voilà. Ensuite, on va enfourner du biscuit dans un four à 170 degrés, entre 170 et 175. Alors comme je dis toujours, les indications cuisson, c'est toujours des indications, il ne faut pas le prendre comme une science exacte. Parce qu'il n'y a pas un four au monde qui chauffe de la même manière qu'un autre four. Donc quand on vous dit 170, c'est toujours un tout petit peu approximatif. Et par expérience, moi quand je fais une nouvelle recette que j'ai jamais faite, si la recette me dit 180 degrés, j'ai plutôt tendance à enfourner à 165 pour pas me faire plier. Il vaut mieux laisser 2 minutes de plus que de prendre un coup de chaud et que le biscuit en fait. Et l'important, c'est qu'un four à chaleur tourne. Voilà. Alors il y a eu une grosse évolution sur les fours ménagers. Moi je me rappelle quand j'ai fait mon premier livre sur les macarons il y a 15 ans, les fours ménagers étaient vraiment basiques. Aujourd'hui on a des petits fours comme on a ici, comme j'ai à l'école, qui font des super cuissons. On arrive à sortir des beaux macarons, des beaux éclairs, des choses qui sont assez délicates dans les fours ménagers. Donc malheureusement pour vous, j'ai une mauvaise nouvelle. Si vous loupez tout le temps les macarons ou la pâte à choux, ce n'est pas forcément de la faute du four. Voilà, là on est bon en texture. La température est bonne aussi. Hop, on met ici. Voilà, je te laisse décrocher et on fait le mélange. Alors, vous voyez, c'est comme un genre de pâte à bombe ou de sabayon. On incorpore sur la ganache. Alors, en général, moi, j'aime bien incorporer en 2 fois. Alors, une précision qui est très importante, dont on a parlé pendant la préparation du live cet après-midi. Et c'est souvent le défaut des gens quand ils font des biscuits. C'est que dans ces biscuits-là, si vous comparez à la masse totale, il y a peu de farine. Dans beaucoup de livres, beaucoup de cours, beaucoup de chefs vous disent il faut incorporer la farine en pluie, en versant en pluie doucement. C'est souvent une grosse erreur, c'est-à-dire que si vous incorporez peu de farine trop doucement, quand vous allez faire tomber la farine dans l'appareil, ça va coaguler, ça va faire ce qu'on appelle les grumeaux. Donc il faut au contraire plutôt incorporer la farine violemment de façon à ce qu'elle n'ait pas le temps de se coller sur elle-même. Même là, le mélange, je le fais rapidement, je vois au fouet. Ouais, mais toujours avec le bon geste. Vous voyez, je mélange pas comme ça. Voilà. Et si vous incorporez comme ça, il n'y a pas de risque de faire retomber. La pâte à bombe et la ganache doivent être à température on est à peu près, oui, à 30, une trentaine de degrés pour les deux. La ganache 35 et la pâte à bombe 30. Et là, la farine, vous voyez, pas trop de précaution, clac. Et je mélange avec la maryse vivement, mais toujours avec le bon geste. Vous voyez, je ne bats pas comme ça, j'incorpore. Mais vous allez voir qu'il n'y aura pas de grain de farine dans le biscuit parce que la farine a été incorporée assez rapidement. Voilà, on prend bien les bords. Souvent, on est un petit peu trop long sur les mélanges. Et par exemple, ce biscuit-là, si vous le mélangez trop longtemps parce que vous avez incorporé la farine trop doucement, bah, vous allez le faire retomber. Alors que là, vous voyez, il ne retombe pas. Hop, d'accord. Voilà les quantités pour une plaque. Voilà. Donc bien sûr, je le répète, les proportions vont arriver dans les prochains jours. On verse. On va donner un petit coup de spatule coudée pour étaler régulièrement le biscuit dans le flexipan. Alors l'idéal, c'est d'avoir votre four déjà chaud. Vous savez qu'en pâtisserie, on cuit toujours dans des fours préchauffés. Et l'idéal, c'est d'avoir le four prêt à accueillir le biscuit pour pas que le biscuit attende à température ambiante avant la cuisson. Là, il risquerait de retomber quand même. Par contre, on pourrait le faire à l'avance, le cuire et le conserver au congélateur. Ah oui, il n'y a pas de problème. Alors là, nous, on travaille en live, comme le nom l'indique, mais l'idéal, par exemple, nous, dans un atelier de fabrication de pâtisserie, on ne fait pas les biscuits le jour du montage de la bûche. On fait nos biscuits, par exemple, aujourd'hui. On le réserve au frigo toute la nuit. On dit que le biscuit rassit un petit peu. Alors rassit, c'est pas vraiment le bon terme, mais il se reprend. Là, vous pourrez voir qu'à la sortie du four, on n'est même pas capable de le démouler tellement c'est moelleux. Donc il est vraiment important d'échelonner le travail. Ça, c'est un petit peu le b.a.-ba du travail du pâtissier, c'est que
quand on fait un gâteau, ben, on ne réalise pas tout le même jour. Le biscuit est fait la veille, il y a des crèmes qui se préparent aussi la veille, et le dernier jour, c'est plutôt du mélange et de l'assemblage et du montage, quoi. Alors, vous, à la maison, vous n'êtes pas pâtissier, mais vous pouvez faire votre biscuit à l'avance, le congeler, faire votre insert à l'avance, le congeler, et ainsi procéder par étapes, plutôt que de vous donner un travail monstrueux sur une seule journée, et ainsi vous arriverez à faire votre pâtisserie, votre bûche Noël, beaucoup plus facilement. Et vous la conserverez ainsi congelée jusqu'au dernier jour où il faudra faire la finition. Voilà. Qu'on verra plus tard. Là, je te laisse mettre au four. On va préparer le croustillant de la bûche. Temps de cuisson. De cuisson, on va partir sur 14 minutes. 14 minutes. Voilà, et comme tu viens d'enfourner, tu es à 170, on peut monter un tout petit peu à 175. Alors ce qu'il faut penser aussi, c'est que sur des petits fours ménagers comme ça, rien que le fait d'ouvrir la porte et de mettre dedans, la température chute. Hein. Oui. Alors ensuite, la crème diplomate. On va faire d'abord les noisettes caramélisées. Voilà, noisettes caramélisées ici. Hop. Alors ça, c'est quelque chose qui va rentrer dans la composition de la bûche. Voilà. Donc là, on a de l'eau, du sucre qu'on a fait bouillir ensemble pour faire un sirop, et on a des noisettes. Alors blanches ou avec la peau, moi j'ai quand même une forte tendance à utiliser des fruits secs bruts, c'est plus rustique, c'est plus goûteux. Vous voyez, on les mélange avec le sirop, on prépare une plaque de four avec un petit papier dessus. On les fait torréfier légèrement les noisettes avant. Les noisettes, là si c'est de la blanche, vous la traitez blanche. Si c'est de la noisette avec la peau, vous pouvez les faire griller 10 minutes à 160 avant de les caraméliser. Donc là vous voyez, j'ai eau, sucre bouilli ensemble, les noisettes, je mélange. Alors ça, moi quand j'ai appris la pâtisserie, hein, il y a longtemps, une trentaine d'années, on se mettait dans un poêlon en cuivre sur le gaz et on les mélangeait, on les faisait masser, cristalliser et refondre pour les caraméliser. Là maintenant on a des méthodes un peu plus rapides. On mélange le sirop, on met ça au four, on peut mettre ça dans le même four que le biscuit. On va mettre ça au four 15 minutes et toutes les 5 minutes on mélange. D'accord. Pour bien avoir une caramélisation régulière. Donc le sucre va caraméliser autour et c'est prêt. Voilà, et la noisette va torréfier au milieu et ça sera délicieux. Très bien. Donc on va montrer le résultat qu'on va obtenir. Donc on y est. Voilà, donc c'est les petites noisettes, vous voyez, caramélisées, sablées, caramélisées. Et qu'on va concasser ensuite pour mettre dans le caramel au milieu de la bûche. Voilà, on se les réserve de côté pour la suite. Alors ensuite on va faire le croustillant. Le croustillant, très simple, rapide. Hop. Alors des noisettes torréfiées non caramélisées. Si vous vouliez mettre des caramélisés, ça pourrait se faire aussi. Du praliné noisette, donc la pâte praliné noisette que vous connaissez tous. De la crêpe dentelle broyée qu'on appelle aussi feuilletine. Et du chocolat au lait qui va être le liant de ce croustillant. On va prendre un petit cul de poule s'il te plaît. Oui. Voilà. On fait fondre le chocolat au lait. Une fois que le chocolat au lait est fondu, on le met dans le praliné. On va prendre une poche, un rouleau, on va concasser les noisettes, assez fin. Alors vous voyez, la meilleure méthode pour faire fondre du chocolat, c'est le micro-ondes. Par step de 30 secondes, vous mettez 30 secondes au micro-ondes, puissance maximale, et vous mélangez, vous remettez 30 secondes, vous remélangez, vous remettez 30 secondes, jusqu'à temps que le chocolat soit fondu. Jamais le mettre au micro-ondes 2 minutes d'un coup, sinon il brûlerait. Mais c'est la meilleure méthode du fond du chocolat. La méthode que j'aime pas du tout, c'est le bain-marie, parce que quand vous faites fondre du chocolat au bain-marie, vous remettez de l'humidité dans le chocolat. L'ennemi numéro 1 du chocolat, c'est l'eau et l'humidité. Encore un petit poil là. Tu les veux fines grossièrement? Ouais, assez fin quand même. D'accord. On nous demande si tes livres sont commercialisés en Belgique. Oui, alors nous on fait de l'envoi direct à l'étranger et on a une librairie à Bruxelles qui distribue nos ouvrages.
sinon sur Meilleur du Chef, on peut les expédier nous aussi Voilà. en Belgique sans aucun problème. Je le mets. Allez. Alors les livres sont bilingues, hein. Alors en France ça nous importe peu qu'ils soient bilingues, mais on vend aussi pas mal d'ouvrages à l'étranger. Et donc la partie haute du livre c'est le texte en français, et la partie basse c'est l'anglais. Tous nos ouvrages sont traduits en anglais. D'accord. Pour les noisettes, on revient sur la préparation précédente. On demande le sirop, c'est un sirop à combien? À 30 degrés. Alors techniquement, il vaudrait mieux que ça soit un sirop à 30. Oui. À la maison, ne vous embêtez pas pour ce genre d'opération. Vous mettez autant de sucre que d'eau, ça marche. Ça au micro-ondes, ça marche? Non, c'est métallique, ouais. Préférence à la bielle? Non, Ouais. D'accord. Voilà. Alors, praliné, chocolat, noisettes concassées, croustillant feuilletine. Et on a notre praliné croustillant pour la fermeture de la bûche. Donc vous verrez, ça sera la semelle, la couche supérieure de la bûche. Quand on va démouler la bûche, la retourner pour la glacer, c'est la couche qui se retrouvera complètement en dessous du gâteau. Alors, il y a des personnes qui ne connaissent pas le praliné. Le praliné. Qu'est-ce que cette pâte pralinée? Est-ce le praliné qu'on trouve en tablette? Alors, ce que vous trouvez en tablette, c'est plus souvent du gianduja. D'accord. Le praliné, c'est un sucre caramélisé broyé avec des noisettes ou des amandes torréfiées, alors que le gianduja, c'est des noisettes ou des amandes torréfiées broyées avec du sucre glace et liées au chocolat. Alors que dans le praliné, il n'y a pas de chocolat. C'est vraiment du sucre qui est cuit, qui est versé sur des noisettes, recaramélisé ensemble jusqu'à caramélisation du sucre. Ensuite, on étale les noisettes sur une plaque huilée, on les laisse refroidir et quand c'est refroidi, on broie jusqu'à l'obtention d'une pâte. Alors c'est un travail un petit peu complexe parce que pour broyer aussi fin que le praliné qu'on achète, il faut une broyeuse assez grande, donc à la maison c'est compliqué. Mais sinon avec un bon Robocoupe qui marche bien, on arrive à faire du praliné qui est très bon, qui ne sera pas aussi lisse, mais très bon. Alors je sais qu'on peut le faire à la maison, beaucoup en parlent sur les réseaux sociaux, mais vous risquez de tuer votre robot tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez performants, pas assez puissants, donc achetez-le, voilà. Puis il sera aussi bon. Alors ensuite, on va préparer donc alors, la crème diplomate. Voilà, crème diplomate. Donc la crème diplomate, il faut que ça j'ai cherché préparation au frigo. Voilà. Donc la crème diplomate, comme j'ai expliqué tout à l'heure, crème pâtissière, crème fouettée, et comme là on a besoin de congeler et décongeler la bûche, on va mettre un tout petit peu de gélatine dedans pour stabiliser l'eau, la fameuse eau libre dont je vous parle depuis tout à l'heure. On va faire la crème et on va mouler l'insert. Super, donc un cul de poule pour la crème pâtissière. La gélatine, donc c'est de la gélatine en poudre qui est hydratée avec 5 fois son poids d'eau. Donc là par exemple on a 3 g de gélatine, 15 g d'eau froide, on mélange ensemble. Ça fait ce qu'on appelle une masse gélatine. On va faire fondre cette masse gélatine au micro-ondes pendant 30 secondes pour l'avoir liquide et on va l'incorporer dans la crème pâtissière. La crème pâtissière est froide, hein, c'est la crème pâtissière qu'on a fait juste avant. Donc la première opération c'est de prendre la crème pâtissière, un fouet, et de la lisser. Vous voyez, toute seule comme ceci, vous la lissez. On n'incorpore jamais rien dans une crème pâtissière qui n'a pas été relissée. Il faut que la crème revienne un petit peu à l'état qu'elle avait en sortie de casserole. Donc je reviens sur la quantité de crème que tu utilises. Nous on a fait une quantité plus importante tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas faire une quantité si petite. Ouais. Et ensuite on la repèse, et là tu as la quantité vraiment pour la recette. Alors comme j'explique souvent hein, dans tous les cours qu'on donne, c'est que en pâtisserie, les recettes ne sont pas divisibles à l'infini, quoi. Vous voyez, là on est sur 250 g de lait en crème pâtissière, c'est compliqué d'aller plus bas, quoi. Hop. Donc la crème, vous voyez, bien lisse. Vous mélangez jusqu'à temps que ce soit lisse. Hop. La crème est déjà fouettée. Donc crème, fleurette, 35% de matière grasse, non sucrée. Fouettée, on dit toujours souhaiter souple, crémeuse, hein, pas trop serrée. Voilà. La gélatine, 30 secondes au micro-ondes. On verse la gélatine liquide sur la crème pâtissière. On mélange. D'accord. Tout à l'heure pour le praliné, la personne qui nous posait la question, pensait à la pralinoise. Alors c'est un produit qu'on trouve en grande surface, en supermarché. Oui. Mais c'est pas tout pareil que le praliné. Souvent il est stabilisé avec de la matière grasse, il y a de la lécithine de soja dedans, c'est pas pur, quoi. Ça pourrait servir, être utilisé ou... Pour le croustillon que j'ai fait, ça pourrait servir. Après si vous voulez faire une crème parfumée au praliné, il faut vraiment acheter du praliné.
Alors, peut-on utiliser de la gélatine en feuilles? Oui, bien sûr. Donc, vous trempez vos feuilles de gélatine au même poids que la gélatine poudre, feuille ou poudre, au même poids, ça fait le même travail, d'accord? Vous trempez vos feuilles de gélatine dans l'eau froide, vous les égouttez. Ensuite, une fois égoutté, donc ça prend 15 minutes à ramollir. Vous les égouttez, vous les mettez dans un petit pot, au micro-ondes comme j'ai fait avec ma gélatine, et vous utilisez de la même façon. D'accord. Donc là, je mets ma crème fouettée en 2 fois, vous voyez. Crème pâtissière, gélatine, un tiers de la crème fouettée, je délaye et j'ajoute le reste de crème fouettée. Je mets ça en poche. On récupère le caramel. On nous parle encore de la gélatine, excuse-moi. Quel type de gélatine? Donc c'est une gélatine d'origine animale, hein. Donc soit bovine, soit porcine, soit de poisson. Voilà, alors nous à la boutique et dans les cours depuis longtemps on utilise de la gélatine de poisson, ce qui permet que toutes les communautés peuvent consommer nos gâteaux, hein. Et ce qui est important c'est de connaître le bloom. Donc ici on utilise une gélatine puissante qu'on appelle 200 bloom. Le bloom c'est l'unité de mesure du pouvoir gélifiant de la gélatine. C'est la plus couramment utilisée. Oui. Voilà, la crème est prête, on la met en poche. Voilà. Le caramel on peut le mettre dans un mesureur. On met le plongeon dedans. Il est là, on en a là en fond. Voilà, ensuite, donc un peu de boulot ce soir, comme on peut le voir. Après, on sera récompensé. J'en suis sûr, Stéphane. vous allez voir, ça va faire tu me le confirmes, hein? Très belle bûche. Alors ça, la bûche que je vous ai faite ce soir, si je vous ai fait celle-ci, c'est pas un hasard, hein, c'est que c'est la bûche la plus vendue chez nous dans notre boutique. Elle représente à elle toute seule plus d'un tiers des ventes, quoi. D'accord. Alors qu'on a quand même 8 variétés de bûches différentes. C'est une bûche que tu fais tous les ans ou Alors on l'a fait depuis 3 ans, mais on en vend tellement qu'il est très compliqué de la retirer de la gamme, quoi. Les clients seraient déçus. Voilà. Donc ici, hop, le caramel dans un verre mesureur. Et on le mixe, et le fait de mixer va lui donner cette texture crémeuse. Alors en fait l'émulsion qu'on est en train de faire c'est un petit peu l'émulsion d'une mayonnaise. D'accord. Vous allez voir à un moment donné, tout le gras que vous voyez flotter va se réincorporer. C'est un peu pour moi, ce que pour la caméra. Il faut être patient, hein, pour bien mixer. On va préparer le moule, les noisettes. Voilà, ça c'est bon. On va mettre de côté sur le côté. Hop. On va le reprendre tout de suite. Donc ici la crème diplomate dans le moule à bûche, hein, donc on est sur un moule silicone. Alors mon biscuit doit être pas mal. Alors, Voilà. pour vérifier si le biscuit est cuit, Stéphane. Donc c'est au toucher en fait. Donc
On presse légèrement avec... Voilà, oui, approche-le. Vous voyez, je mets ma main à plat, je la pose, j'appuie pas, hein, je la pose. Et vous voyez, si je pose mes doigts, on voit que le biscuit ne s'effondre pas sous mes doigts, donc là c'est cuit. D'accord. Voilà. Donc là on le sort et on le laisse refroidir. Alors ensuite, je vais reprendre une Marie s'il te plaît. Oui. Mon caramel. Donc l'idéal, le caramel que je viens de faire, c'est de le laisser refroidir un petit peu, hein, pour qu'il soit facile à pocher. Et on reprend le caramel. Ouais, il a vraiment une texture, vous voyez, super crémeuse comme ça. Là. On a presque envie de le tartiner sur de la brioche ou du pain. Hop. Donc là, tu es en train de faire l'insert. L'insert, en fait, tu le fais dans le même moule que la bûche. Voilà, donc là, ça s'appelle un insert. Donc crème diplomate, caramel, noisette, une fine couche de biscuit chocolat. Et dans le même moule que la bûche, on met au congélateur. Et quand c'est figé, on va déposer ça au milieu de la bûche. Et la crème de pourtour, la crème principale, sera une mousse chocolat. Alors, on me demande qu'on a mixé la gousse de vanille avec... Non, on l'a retiré. Non, on l'a retiré, bien sûr. Hein. Alors, les gousses de vanille, hein, c'est ce qu'on appelle la vanille épuisée. On les rince bien, après les avoir utilisées dans la crème pâtissière, dans le caramel ou dans autre chose. On les fait sécher. Quand elles sont très sèches, au bout de 10 jours, 15 jours, on met par exemple 100 g de gousses de vanille séchées, 1 kg de sucre. On mixe ça dans un robot et on fait notre sucre vanillé nous-mêmes, c'est délicieux. D'accord. Voilà, les noisettes caramélisées. Alors, on a mixé avec le couteau étoile hein, du mixeur plongeant. Ça, c'est des petites questions qui arrivent, donc je me permets de répondre. Voilà, le biscuit. Le biscuit est au frigo. Oui, je vais le chercher dessus. Voilà. Et ensuite, on va faire la mousse au chocolat. Et on n'aura plus qu'à glacer la bûche. Alors pour les besoins du live, bien sûr, Stéphane, on a fait un biscuit en amont cet après-midi. Voilà, donc le biscuit qui vient d'être sorti du four, il a été démoulé. On l'a laissé refroidir un petit peu. On a découpé une bande de 8 cm par 25 et une autre bande de 6 cm par 25. La 6 cm, je la prends là. Je la dépose sur mon insert. Ouais. Je ferme en fait mon insert quasiment, d'accord. Ça, je le place au congélateur et quand c'est dur et démoulable, je vais le démouler et le placer au centre de la bûche. Petite précision, quand vous allez démouler votre biscuit qui sera encore tiède, voire froid, pour ne pas qu'il colle sur le papier sulfurisé, vous mettez un peu de sucre en poudre. On le voit ici en surface, du sucre tout simplement qui a été mis sur la feuille, ainsi il ne va pas du tout adhérer. Voilà, parce que si vous démoulez le biscuit un peu tiède et que vous mettez la feuille de papier cuisson, il y a de l'humidité qui se crée et ça colle, ça arrache le biscuit. Moi je mets toujours un petit peu de sucre cristal sur mon biscuit chocolat, je pose ma feuille, je retourne et ça colle pas. J'aime bien tes petits trucs en plus. Voilà. Donc ça, congélateur. Hein. Congélateur. Ensuite, mousse chocolat. Alors pour la mousse chocolat, on va faire une crème anglaise. On va mettre la crème, le lait. Donc là, on a un mélange lait-crème dans la casserole. Voilà. On fait chauffer. Parallèlement, on va mettre les jaunes et le sucre dans un cul de poule. Donc crème anglaise classique. Crème anglaise classique. Alors vous allez voir, moi j'ai une méthode un petit peu que j'ai adaptée pour que ça soit facile en production et à refaire par tout le monde. On va bien mélanger les jaunes et le sucre, on va bien blanchir. Et quand c'est bien blanchi et qu'on aura incorporé assez d'air dedans, on pourra se permettre d'emmener la crème anglaise à l'ébullition sans que les jaunes d'œufs coagulent. D'accord? Alors souvent quand on passe au CAP, quand on apprend la pâtisserie, on nous dit de cuire à la nappe, de s'arrêter à 85 degrés. Le fait de bien faire mousser les jaunes et le sucre vous permet de monter plus en température, d'aller jusqu'à l'ébullition sans que la crème ne coagule et que ça fasse des œufs brouillés. D'accord? Voilà.
Ça c'est super, encore un peu. Ensuite on va verser donc cette crème anglaise chaude sur notre chocolat. Et on aura juste à incorporer la crème fouettée. D'accord. On me pose une question sur ton caramel. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans des bonbons en chocolat? Oui. D'accord. Ouais. Nous on fait des bonbons moulés caramel, pardon. C'est la même recette. C'est des bonbons fourrés ou des bonbons C'est des bonbons non, fourrés, c'est-à-dire qu'on chemise un moule dôme ou cabosse de chocolat de couverture tempéré. On laisse cristalliser, figer. On garnit avec le caramel maximum 32 degrés pour pas qu'il refasse le chocolat. Et ensuite, on laisse croûter la nuit pour que le caramel fasse une petite croûte et un pur chocolat. Comme si c'était une ganache. Hop. Voilà, super. Donc là, on reporte à ébullition. Donc ça va super vite hein, parce que c'est une petite quantité. Je suis sur induction, ça chauffe vite. Vous voyez, c'est quasiment bon. Vous pouvez le voir, la crème elle bouge. Je sais pas si vous voyez bien. La crème bouge. On retire du feu. Alors là, très important. On retire du feu. On continue à fouetter 1 minute pour arrêter l'inertie. Si vous faites bouillir l'anglaise et que vous la laissez comme ça sur le côté, au bout de 2 minutes, elle est coagulée et elle est fichue quoi. Là, vous voyez, le fait de fouetter comme ça, j'arrête la cuisson. Cependant, tu l'as laissé bouillir pendant 5-6 secondes. Ouais. Il n'y a pas de risque. Non, non. À partir du moment où vous avez bien blanchir les jaunes et les D'accord. Super. Ensuite, on retire la cuisson. Je vais te mettre ici. Voilà. On verse tout le chocolat. Toute la crème anglaise, pardon. Sur le chocolat. Sur le chocolat. Hop, la petite maryse. Voilà, on fait une ganache qu'on transvase dans un cul de peau plus grand et on va chercher la crème fouettée au réfrigérateur. Donc il ne faut pas vous inquiéter quand vous mélangez la crème anglaise sur le chocolat. Aujourd'hui, comparé à il y a 30 ans, on utilise des chocolats qui sont très riches en beurre de cacao. On a une texture qui n'est pas super lisse parce que le gras de la crème, le gras des jaunes d'œufs, le gras du chocolat, ça fait quelque chose un peu strié comme ça. Voilà, c'est pas grave. On va mettre ça dans un cul de poule. Donc, ça c'est la crème fouettée. Donc toujours des crèmes fouettées mais souples. Voilà. Vaut mieux une crème fouettée un peu souple que trop serrée, trop ferme. On se rapprocherait trop de la texture du beurre et ça ferait des mousses trop grasses, trop lourdes. Voilà. Donc la ganache dans un cul de poule. Hop. Tu es largement remercié ce soir, sache-le. La technique de la crème anglaise, on la trouve top. Ah, super. C'est écrit noir sur blanc. C'est les techniques qu'on utilise à l'atelier, au laboratoire. Alors souvent ça surprend les gens quand je dis qu'il faut faire bouillir les crèmes anglaises. Mais je garantis la technique à partir du moment où les jaunes et le sucre sont bien blanchis. Voilà. Je te laisse mélanger un petit peu. Oui. La crème fouettée. Vraiment souple, hein. Souple, ouais. On s'en rend compte. On mélange bien sur les bords aussi. Là, vous voyez, quand si je trouve que la crème est un tout petit peu souple, rien m'empêche de la resserrer comme je suis en train de faire. D'accord. Pour vraiment régler la consistance, quoi. Mais il vaut mieux la monter un peu. Enfin, il vaut mieux qu'elle soit un peu souple et la finir. serrer au dernier moment que trop serrée au départ. Hop. On va prendre une maryse pour finir le mélange.
Voilà, je te remercie. Tu cours presque autant que si tu es tout seul avec moi là. Hop. Je suis un petit peu ton commis ce soir, mais c'est mon rôle aussi. Hein. Dans toutes mes réussites, que ce soit école, édition ou boutique, j'essaie de jamais oublier de remercier et récompenser mes équipes, parce qu'un chef tout seul, ça fait pas grand chose. Il faut vraiment qu'il y ait une brigade et une équipe derrière. Et ouais, même sur une démonstration comme ça en live, on s'aperçoit que l'aide est très utile. Et je connais quelques-uns de tes collaborateurs, et je peux te dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils sont très professionnels, et franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ici une poche. Si tu veux bien aller chercher l'insert. Allez. Donc là on vient de mettre un insert au congélateur que j'ai fait devant vous. Vous vous doutez bien qu'on a déjà un insert de près déjà congelé, hein, puisque pour que la congélation soit efficace, il faut au moins 1h30 à peu près. Voire plus longtemps si vous avez un congélateur ménager. On va dans l'idéal, faites-le la veille. Là, il est vraiment très gelé. Donc, poche, j'allais dire poche à douille, mais sans douille, puisque vous voyez, j'ai coupé la poche. Ce que je suis en train de faire, ça s'appelle chemiser. Voilà, on chemise. Opération très importante. Je prends une petite maryse ou une spatule. Là, en l'occurrence, c'est la maryse qui m'a servi à mélanger. Je chemise, c'est-à-dire que j'enduis mon moule de mousse chocolat pour ne pas avoir de mauvaises surprises au démoulage et ne pas avoir de trous et de bulles d'air. Sinon, le glaçage, bah, il suivrait. Sur les côtés, tu fais pas? Non. Sur les côtés, on peut faire aussi. D'accord. Ouais. C'est une question. Hein. Alors, nous, on est habitué à monter les bûches en grande bande et à les couper après. Donc, souvent, on chemise par les côtés. L'insert, biscuit chocolat, caramel, noisette, crème diplomate. Comme c'est le même moule, bah, ça rentre dedans sans problème. On remet de la mousse chocolat. Hop, si on veut, on égalise un petit peu. Le biscuit, ça s'appelle obturer. On reprend de la mousse au chocolat un tout petit peu, à peine. Et on recouvre le biscuit de façon à ce que le croustillant qu'on va ajouter colle. Si vous ne faites pas ça, le croustillant sur le biscuit, ça ne colle pas. Au moment de la coupe, vous avez votre biscuit et votre croustillant qui se décollent. D'accord. Donc en mousse chocolat, je vois qu'on en a à peine un petit peu trop. Ouais, un tout mais petit il vaut peu. mieux en avoir un peu trop qu'en manquer. Voilà. Et ce soir, on a utilisé donc le moule Silicomart en silicone qui fait 25 cm de long sur 9 de large. Donc ici, le croustillant. Alors ça, par contre, c'est un petit peu froid. Est-ce que tu veux le réchauffer très légèrement? Ouais. Un petit saladier, on verra pour le micro-ondes. Voilà. Donc, il faut que ça reste, que ce soit malléable. Donc, ouais, parce que là, comme c'est un peu ferme, si je l'étale, je risque d'arracher ma mousse, mon biscuit. Alors, est-ce qu'il y a une marque de préférence pour la crème fleurette? Non, il faut une crème à 35%. Voilà. On va pas donner de marque. On va pas faire de politique ça se trouve, ce soir. En grande surface. On en vend également sur le site Meilleur du Chef en crème pasteurisée, donc qui se conserve hors du frigo tant qu'elle n'est pas ouverte. Donc, il n'y a pas d'excuse, voilà. On en trouve. Ce qui est important, c'est qu'elle fasse 35% de matière grasse, c'est impératif. On nous demande quel type de chocolat noir on utilise. Alors là, c'est un 70%. Voilà. On a utilisé de l'Ocoa ce soir, dans le chocolat Ocoa de chez Cacao Barry. On peut utiliser un autre chocolat. Il faut qu'il fasse 70%. Voilà. Ce qui est important quand vous faites des recettes comme ça qu'on vous a donné, que vous avez trouvé dans des bouquins ou sur des cours, il est impératif à 2 ou 3% près de respecter le pourcentage. Si vous faites la recette ici que je vous ai donnée avec un chocolat de 70%, avec un chocolat à 55 ou à 60 par exemple, bah la mousse ne tiendra pas, quoi. D'accord? Donc si c'est 68 au lieu de 70, bah, c'est pas grave. Si c'est 72, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart, quoi. Hein? Voilà. Donc là, on applique un petit peu comme ça le croustillant. On prend une petite palette coudée et on égalise. Là, tout va y aller, impeccable. On va mettre ça au congélateur. Donc, on peut réaliser cette bûche
quelques semaines, quelques jours à l'avance. Ah oui, bien sûr. On la conserve au congélateur en l'état. Et Donc, le jour J. le mieux, c'est dans le moule si vous n'avez pas besoin du moule. Oui, bien comme sûr, ça oui. givre pas. Si vous aviez besoin du moule, vous démoulez, vous emballez votre bûche dans du film pour pas que ça givre. Voilà. Et le jour J, par exemple, si c'est pour le 24 au soir, le 24 au matin, vous démoulez votre bûche. On va vous montrer le glaçage, vous glacez. Terminé. Une bûche tout à fait réalisable par vous tous, je vous le confirme. Alors le glaçage, très simple, c'est une ganache à base de Gianduja. Voilà, j'ai tous les ingrédients ici qui sont prêts. Donc la crème, le sirop, le glucose, la couverture de chocolat, un tout petit peu de gélatine hydratée comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ça c'est l'huile. L'huile. Voilà, ça je te donne ça. Et il y aura les petites amandes hachées, torréfiées ou torréfiées caramélisées comme vous voulez. Alors il faudra un capoule. Là, on en a pour 30 secondes. La crème à chauffer. Voilà. Le sirop. Le glucose. Donc cuit de poule. On porte ça à ébullition. On va verser sur nos chocolats, donc le chocolat de couverture et Gianduja. Le Gianduja, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Noisettes broyées avec du sucre, glace, et après il y a souvent un peu de beurre de cacao, un peu de chocolat lait, un peu de chocolat noir. Et on va faire une ganache avec ça. On nous demande le croustillant qu'on a réalisé juste avant. Est-ce qu'on n'a pas pu le préformer sur le biscuit directement? Je peux répondre. Oui. Je pense que non, parce qu'on obture quand même la bûche. On obtient la avec bûche le avec. croustillant. Alors l'autre précision, c'est que souvent les chefs sont surpris. Tu m'as fait la remarque cet après-midi. Moi, je mets toujours le croustillant tout en bas du gâteau. Alors là, il se trouve en haut parce que c'est un montage à l'envers. Mais je ne mets jamais mon croustillant sur le biscuit parce qu'à la coupe, ça arrache le biscuit. Et ce biscuit est très souple, très Voilà. moelleux. Ouais. Alors moi, je fais souvent des biscuits d'aquoise, des pains de gêne, des biscuits moelleux comme ça. Si vous mettez le croustillant dessus, à la coupe, ça arrache tout et c'est pas très bon. Donc là, crème, sirop, glucose, versé sur chocolat et Gianduja. D'accord? Il faut que ça bout. On met l'huile à la fin. Alors j'attire votre attention, on vous donnera la recette du glaçage. L'huile en fait sert à régler la texture du glaçage. Sur certains Gianduja, il faudra tout mettre, sur d'autres un petit peu moins. Vous voyez, mais ne versez pas toute l'huile systématiquement. Vous versez l'huile et vous checkez en même temps, vous testez. Et on met, vous testez, oui. La texture du glaçage. Et on met une huile neutre, c'est-à-dire une huile genre pain de raisin, Ouais. qui n'apporte pas de saveur. Voilà. Merci. Donc là, Alors, on ganache. demande si les amandes qu'on va rajouter très rapidement sont indispensables. Alors en fait, c'est la typicité de ce glaçage, c'est ce qu'on appelle un glaçage rocher. C'est-à-dire que nous on fait un petit gâteau avec au magasin, on fait cette bûche à Noël. Le glaçage fait le décor à lui tout seul grâce aux amandes. Donc elles vont être visibles, enrobées mais visibles quand même. Donc, Voilà, mais alors si vous n'aimez pas ou ça vous gêne, vous pouvez les retirer, le glaçage tiendra et marchera quand même. Mais en fait, ça donne du croquant, ça donne un aspect rocher, c'est assez sympa au visuel. Voilà. Alors l'avantage aussi de ce glaçage, c'est que vous le faites en direct, vous glacez la bûche, c'est fini. Vous pouvez aussi le faire, le mettre au frigo, le refondre le lendemain, d'accord? Mais en direct, il y a des glaçages à base de gélatine, où il y a beaucoup de gélatine dedans, où il faut faire la veille, laisser prendre, Oui, refondre. oui. Celui-là, c'est du direct. D'accord. Un petit peu d'huile, les amandes. C'est vraiment à l'œil hein, pour l'huile. Hein. Ouais, je vais régler en fonction de la texture. C'est bon. Je veux bien une marée si tu veux. Pour, Oui.
on va tout mettre l'huile. Hop. Donc la gélatine est dedans, hein. J'avais mis la gélatine sur mon chocolat, donc la gélatine est déjà dans le glaçage. Tiens. Voilà, la bûche, on démoule, on glace. Donc, j'ai cherché la bûche. Voilà. Il te faut une grille. Une grille, le petit bac pour récupérer le glaçage en dessous. Et on arrive à la fin, vous allez pouvoir voir la bûche terminée. La petite semelle pour réceptionner, une palette coudée pour bouger la bûche. Alors, j'ai prévu un ou deux petits décors. Le décor, comme je vous le disais au début de cette prestation, pour moi, ce qui est le plus important, c'est les goûts, les textures, la qualité gustative. Le décor, vous allez voir que le glaçage décore déjà pas mal tout seul. Ensuite, si vous voulez ajouter des embouts en chocolat, là, je vous ai prévu une petite étoile des neiges en chocolat plastique. Mais le décor est vraiment... Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, les embouts de bûche, on a déjà vu ça l'année précédente. Allez sur YouTube ou même sur Meilleur du Chef, vous allez retrouver très facilement soit la recette, soit la vidéo. Donc on va pas vous remontrer ce soir comment procéder. Donc là vous avez vu, en fait je sors la bûche du moule. Hein. Vous avez vu, comme on a chemisé, comme je vous ai fait voir, on a quelque chose qui est super lisse, quoi. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de bulle d'air. Mais il ne faut pas traîner, il ne faut pas attendre que le givre se forme. Voilà. Quand vous glacez un produit, alors là c'est une bûche, ça pourrait être un entremets, un gâteau, il ne faut pas qu'il y ait de givre qui apparaisse. Le givre risque de faire glisser le glaçage. D'accord. Je prends le glaçage. Hop. C'est un glaçage facile à appliquer qui donne un super rendu. Donc là il va se figer instantanément, c'est ça? Là il ne va plus bouger. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est le laisser 2 minutes. Oui. D'accord. Alors nous, quand on glace les bûches en production, le temps qu'on finisse la dernière, si on Oui, glace la la première est figée. Quoi. Là, nous, on a une cellule de surgélation qui descend à moins 30 degrés. La bûche est très très froide, donc le glaçage va figer rapidement. Chez vous à la maison, avec un congélateur normal, où vous êtes plus aux alentours de moins 15, moins 18, vous laissez tranquille 5 minutes, ça fige, vous récupérez votre bûche. Et si vous avez la fonction booster sur votre congélateur, je vous recommande de l'activer avant de sortir la bûche, quelques heures avant, que la bûche prenne bien le froid et que le démoulage sera plus facile. Donc là, vous voyez, elle est presque servable en l'état. Et si vous voulez frimer avec vos invités ou vos amis, donc comme l'a dit Philippe, il vous a déjà expliqué, on met des embouts, on n'est pas obligé, mais ça finit un petit peu. Ça finit, oui. Voilà. Là, j'ai fait des petites étoiles en chocolat plastique ou en pâte à sucre, comme on veut. Hop. Donc pour la pâte à sucre, vous le faites un peu à l'avance, vous les faire sécher. Un petit clin d'œil à mes amis de Tradition Gourmande qui ont développé la bûche avec nous. Le petit logo pour signer la bûche. Et voilà, le tour est joué. Super Stéphane, je te remercie beaucoup pour cette super bûche. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à 7 livres, c'est normal, c'est 7 livres. Voilà. Et j'espère que cette bûche sera retenue par nos internautes pour ces fêtes de fin d'année. Nous, on va la goûter très prochainement, très rapidement, le temps qu'elle dégèle. C'est ça. Et puis Gaëtan va se régaler. J'espère, Stéphane, te revoir très prochainement pour un prochain live à mes côtés. Je te dis à très bientôt. Et merci, je vous dis à tous. Très bientôt à vous aussi. Et pas de live la semaine prochaine, exceptionnellement. On se retrouve dans 15 jours pour, je pense, une nouvelle recette de bûche. Merci à tous, à bientôt, au revoir.